je remettais tout le temps ça à « Oh mon Dieu, OK, j'en vaux pas la peine. Il y a personne qui veut vraiment m'écouter. Il y a personne qui est là pour entendre, tu sais. » Comme dans mon cas, j'ai l'impression de ne pas être entendu si je ne lève pas le ton. Tu recours à 2 mécanismes qui sont, je le dis avec beaucoup de respect, pas du tout efficaces. Genre, si tu me le dis avec respect. Si les gens se disent je suis mal à l'aise avec mes colères, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à comprendre. Une de mes colères dans la vie, c'est que je me suis ramassée avec de la colère sans que ce soit dans ma nature. Et à quel point aussi est-ce que la colère est un signe de détresse? En fait, toutes les formes de dépendance sont des colères retournées contre soi. Pour vrai? Est-ce que j'ai le droit d'être dérangé par quelque chose? Oui, plutôt que de se dire j'ai pas le droit d'être en colère pour ça. Est-ce qu'on se dirait ça de la joie, par exemple? Et la seule chose dont on n'a pas le droit, c'est de mal l'exprimer. Mais la vivre, on a 100% droit à nos colères, de même qu'on a 100% droit à nos émotions. L'idée dans tout ça, c'est de se respecter par rapport à ce qui nous confronte pour l'exprimer, mais c'est aussi de cesser de faire payer les mauvaises personnes. Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode du Trio Psycho, thématique bleu et blanc. Oui, comme elle disait, trio bleu. Exact. Trio bleu? Pourquoi pas? On est rendu là. Le pire, non, comme on Marc, va pas les mélanger là, avec nos 137 titres. Là. Oh, boy, on a eu du mal déjà. On est le trio psycho en bleu. Sujet quand même assez intense aujourd'hui. Tu trouves? Ouais. Abordé, oui, en tout cas en ce qui me concerne, peut-être, je sais pas. Bon, d'accord. Mais la colère. Ouais. Oui, évidemment. Bon, toujours quelque chose que tout le monde vit quand même assez régulièrement, on va dire. Au oui, moins à des une fois degrés dans sa vie. différents. Oui, au moins. Écoute, Au si moins seulement une ça fois. avait pas été juste une fois, je serais comme très contente. Tu sais. Ouais. J'avais hâte qu'on en parle parce que, évidemment, déjà, la base de la source de la colère est probablement mal identifiée, autant par l'entourage, mais surtout par la personne qui la vit. Ben, déjà, je pense que c'est une émotion qui n'est pas du tout populaire, la colère. Les gens ne savent pas quoi faire avec. C'est ça aussi, d'ailleurs, qui m'a donné envie d'écrire sur ce thème. Que, en passant, le livre, le 2e tome sur la colère de Marc sort aujourd'hui, puis on n'a même pas planifié ça non plus. Non, la deuxième édition. Ouais, l'éditeur. Okay. En plus, il devait sortir la semaine dernière. Ça a été retardé, puis l'éditeur, en fait, m'a informé que tout est dans tout avec le trio. Oui, quel timing, hein, quel timing. Mais deuxième édition, et le premier livre, je l'avais publié en 2010. Ouais, c'est ça, j'avais 9 ans. Ça fait 14 Et donc, ans. il faut que tu revisites la colère. Il a fallu que je revisite la colère, que je rajoute des petites choses. Mais ce que je voulais dire, en fait, par rapport à cette émotion, c'est que c'est une émotion intense. Donc, je pense que l'intensité compte pour les gens qui cherchent à comprendre quand est-ce qu'on parle de colère. C'est une émotion intense qui survient à partir du moment où, à partir d'une menace perçue. C'est-à-dire que ce que toi, tu vas percevoir comme une menace, quelque chose qui te dérange, qui te bouscule, qui te contrarie, c'est ta perception et ça va déclencher ta colère. Mais il est possible qu'une autre personne, dans la même situation, comprenne pas du tout pourquoi ça déclenche une colère. Donc, il y a quelque chose de personnel, d'intense et qui est interprété par soi comme une menace, donc qui peut survenir notamment à partir d'une injustice, un sentiment d'injustice, le sentiment d'injustice, de non-respect de ses valeurs. Je suis bousculé dans mes valeurs, ça me met en colère. Mais la colère, elle peut venir aussi suite à une frustration. L'accumulation de... dont on parlait... Dans le questionnaire. Le questionnaire qui était très intéressant aujourd'hui. C'est ça, Ouais. En fait, le questionnaire était quasiment le podcast. Vous demandiez la différence entre les deux, colère et frustration. En fait, une frustration peut générer une colère. Ben, le lien est quand même assez facile à voir aussi. Mais je veux aussi Non, mais quand en même... fait, oui, puis non, parce que notre question de base partait du fait que la ligne est quand même assez mince. En fait, c'est que dès qu'on est empêché... Donc, la frustration, c'est de réaliser qu'on est empêché de quelque chose ou qu'on n'arrive pas à atteindre quelque chose. Donc, il y a une frustration. Puis cette frustration-là, en fait, elle peut évoluer en colère. Mais la frustration, c'est pas de la colère. OK. Puis, en fait, justement, il y a tout comme une... Ressentir de la colère peut être instantané sans que ça a été le tremplin d'une frustration X, Y, Z. Ouais, tout à fait. Mais le mot menace, moi, c'est ça qui m'a marqué.
C'est quand tu T'interprètes que quelque chose es puis- menaçant Ouais, pour ouais, ouais. tes perceptions à toi. Ouais. Ça clarifie beaucoup, je pense. Ouais. Il y a l'idée, c'est que vraiment la colère a une fonction. Et souvent, les gens sont mal à l'aise et se disent, bon, je veux pas en vivre de colère, c'est pas une belle émotion, cherche à dissimuler, C'est mal vu, la colère. Ouais, c'est mal vu socialement. Puis, justement, quand je faisais récemment une recherche sur la colère, est-ce que la colère est plutôt féminine ou masculine? Est-ce que parce que je voulais faire On a tendance à dire masculin, je pense, ça se peut-tu? Ouais. En fait, c'est que ce que montre la recherche, c'est que les colères sont vécues dès la naissance, donc par les bébés, que le bébé soit un garçon ou une fille, socialement. C'est beaucoup plus valorisé chez les hommes que chez les femmes, et c'est l'émotion la plus visitée par les hommes, la colère. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien avec le fait que... C'est pas moi qui va mettre les termes scientifiques là-dessus, là, mais les femmes sont beaucoup plus... pas attirées, mais tu sais, penchent plus vers la résolution, comme les émotions, comprendre les émotions. Ouais, c'est que... Mais la colère reste une émotion quand même aussi. Oui, Oui, et une émotion intense, mais en fond, la différence... c'est qu'elle est ressentie par tous les sexes, mais elle ne s'exprime pas de la même façon chez les hommes et chez les femmes. Ben, en fait, de un, moi, je pense que c'est une émotion qui est quand même nécessaire aussi, puis ça, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais... Comme toutes les émotions. Exactement. Tu sais, je veux dire, oui, elle est mal vue, elle est mal perçue, contiens-toi, mais tu sais, il y a quelque chose qui a besoin de sortir, c'est ce que la colère dégage aussi. Tu sais, je veux dire... Oui. Et Vraiment. une colère peut être une violence verbale, évidemment, tu sais, c'est agressant quelqu'un qui est en colère autour de toi. Mais je veux dire, une colère bien comptée, Exprimée, bien contrôlée, jouée. est quand même bénéfique. Oui, Faut que ça sorte, c'est ce que je me dis. En fait, c'est que c'est indépendamment de sortir, parce que je ne sais pas comment interpréter ce mot-là, il faut que ça sorte, Ouais, c'est ça. mais il faut que ça soit exprimé, et c'est la façon dont on l'exprime qui fait la différence. Mm-hmm. Est-ce que ça... Ben, entièrement, parce que je le vois d'une façon un peu plus généraliste, parce que, tu sais, il y a eu beaucoup, tu sais, dans cette transformation de société aujourd'hui, où, justement, il y a moins de place à être capable d'être colérique, même si ça reste une nécessité, puis il y a des choses qu'on a soulevées. On est en train de s'ajuster à beaucoup de niveaux. Et ce que je vais dire peut paraître simpliste, mais je veux dire, je pense que dans une période vis-à-vis d'une même situation qui peut contrarier quelqu'un, je généralise. Fait que vous avez le droit de me reprendre puis de me vers le paix avec ça, mais je pense qu'une femme qui vit quelque chose de blessant ou menaçant, comme tu dis, va aller dans les émotions. La peine va souvent faire surface ou peut-être même les larmes. L'homme va avoir tendance à lever le ton puis à s'exprimer d'une façon fâchée. Je généralise. Non, mais c'est une remarque à faire, je pense, qui est comme factuelle, pareil. Oui, tout à fait. On le voit au niveau de la recherche que la tendance par défaut des hommes, lorsqu'ils vivent une frustration, une contrariété, c'est d'aller vers la colère et de l'exprimer de façon plus explosive. Alors que pour les femmes, ça va être plus d'anxiété, plus de discussions, d'échanges, de mettre des mots, les larmes. Donc, il y a une façon de canaliser l'émotion qui n'est pas la même, en fait. Mais le point avec la colère, c'est vraiment que si les gens se disent bah, « je suis mal à l'aise avec mes colères », il y a vraiment quelque chose d'intéressant à comprendre. Est-ce qu'on a plutôt tendance, puis on va tous se reconnaître là-dedans, hein, est-ce qu'on a plutôt tendance à réprimer ses colères ou est-ce qu'on a plutôt tendance à exploser dans ses colères? Donc, est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui intériorise, qui garde, et puis je rumine intérieurement, mais extérieurement, les gens voient pas trop, et à la limite, je les protège même de mes colères? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui explose et je sais pas comment les gérer, mais j'éclabousse tout le monde avec mes colères? Mais il y a personne qui, je vais parler pour moi, à l'aise avec cette perte de contrôle-là. Moi, souvent, quand ça m'arrive, il y a deux façons dont ça m'arrive. Accumulation, où justement, je vais laisser passer des choses que je devrais pas laisser passer parce que ça serait une belle occasion pendant que c'est léger, pendant que l'irritation est légère, d'être capable de régler quelque chose avant que ça éclate. Mais de me dire, non, je vais passer par-dessus, je vais l'accepter. Non, ça va. Ah ben. Et des fois, honnêtement, je le vis d'une autre façon
je la vois même pas venir. C'est un déclencheur. Et tu éclates. Ouais. Et moi-même, et je me retrouve à être le premier surpris. Mon Dieu, ça sort de où, ça? Ouais. C'est parce qu'en fait, tu vois, ce que tu exprimes, au fond, c'est que tu recours à 2 mécanismes qui sont, je le dis avec beaucoup de respect, pas du tout efficaces. Genre, si tu me le dis avec respect. Mais j'ai pas l'autre option de me le dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement dans ce que je te dis. J'ai tellement aimé ça, comment ça s'est passé. C'était full beau. Non, mais parce que... Bon. Non, mais parce que... Je vais dire pour pas le mettre fâché. Non, mais attends, mais c'est tellement important de repérer ça. C'est pour éclairer aussi tout le monde. C'est que si on réprime, c'est-à-dire qu'on essaie de contrôler la colère en rationalisant, en disant non, c'est pas grave, hein, bon, après tout, etc. Ça va passer. Ça va passer. En fait, ça ne passe pas parce que le message de la colère n'est pas reçu et n'est pas traité. Et si on éclate, ben là non plus, c'est pas une gestion efficace de la colère parce que ça vient avec des conséquences. D'abord, ça met tout le monde mal à l'aise. Confus. Puis, si vous réfléchissez, si vous pensez à quelqu'un qui explose dans sa colère, on est dans le non-verbal, c'est-à-dire, je regarde quelqu'un qui éclate, qui explose de colère, tout ce que je vois, c'est son non-verbal et je n'écoute plus le message. Alors que la personne aurait certainement quelque chose à dire d'intéressant. Je veux dire, quand tu exploses, tu as quelque chose à dire, mais la modalité, la façon dont tu le dis est tellement perturbante que tout ce que je vois, c'est la modalité non-verbale qui me dérange. Je n'ai pas envie d'écouter quelqu'un qui explose parce que est-ce que ça peut dégénérer? Est-ce qu'il va me sauter dessus? Est-ce que... C'est agressant aussi pour certaines Absolument. personnes qui peuvent être Ça plus passera sensibles. jamais. Exact. Ça passera jamais, Puis en fait. On en a parlé un petit peu dans le questionnaire. On avait vraiment des belles réflexions dans le questionnaire, mais je veux les ramener ici. Puis il n'y a jamais personne, papa t'a effleuré un peu le sujet, mais qui est à l'aise avec comment ça l'explose. Il y a beaucoup de culpabilité qui vient avec ça, mais il y a personne aussi qui est bien là-dedans et ça part certainement d'une source. Mais oui. Il y a personne qui fait juste faire comme moi, un matin, ça me tente d'être en colère. Non, puis c'est triste aussi c'est difficile pour la personne qui le vit parce que tu sais que tu as quelque chose à dire qui mérite d'être écouté. Mais tu sais pas comment l'exprimer et du coup, tu perds ton interlocuteur qui t'écoute pas du tout, qui même va avoir tendance à te juger ou à te critiquer et c'est vraiment une double perte, quoi. Non seulement le message n'est pas passé, mais en plus maintenant, tu te fais juger par l'autre. Ouais. Alors... Puis, en fait... C'est chaque podcast, à ce moment où les gens se reconnaissent énormément. Je veux dire, ils se reconnaissent tout au long, mais en général, et voici. Comme dans mon cas, j'ai l'impression de ne pas être entendu si je ne lève pas le ton. Et j'ai tellement d'exemples, que ce soit avec mes enfants ou n'importe quoi, de dire, s'il te plaît, fais pas ça. Ça me dérange. J'aimerais ça dans un contexte de travail, mais t'es arrivé, il y a quelqu'un... Ça me dérange. D'en parler ouvertement, d'en faire un tour de table. Complètement ignoré jusqu'à temps que ça fasse « Hey, c'est assez! » Puis là, les gens disent « Pourquoi tu lèves le ton? » Traumatisé. Ben, c'est parce que ça fait 4 fois que je l'exprime, fait que je sais plus par quel moyen l'adresser. Et comment ça se fait que les premières fois où tu le fais d'une façon très claire et très posée, tu t'exprimes mal? Ouais, mais c'est parce que... Je pose la question, vraiment. Mais c'est ça. Mais c'est parce que c'était pas clair. Et c'était pas posé... Parce que, en fait, c'est, encore une fois, c'est pas un jugement. Non, c'est pas un jugement. Peut-être qu'il faut que, c'est pour le préciser, parce que vraiment, c'est un problème pour beaucoup de gens. En thérapie, je le vois systématiquement. Rares sont les gens qui viennent en thérapie, qui vivent zéro colère, qui sont, tous les gens vivent des colères. Freak. Le point, c'est que si tu constates que t'exprimes quelque chose et que c'est pas entendu, à ce moment-là, la responsabilité que ça soit entendu, elle revient à qui, d'après toi? Ben, moi qui le dis. Ben oui. Mais pourtant, donc, ça veut dire que... Une fois que tu exprimes quelque chose qui est acquiescé par les autres, parce que moi, je l'ai vécu, là, t'as raison, je t'entends. Alors, pourquoi est-ce que ça continue? On va le répéter, je suis sûr que ça soit bien entendu. T'as raison, ça a été bien entendu, et ça continue. Si, ouais. Je vais apporter l'endo de ça, parce que c'est quelque chose que j'ai dû... Et genre que j'ai dû régler à travers les années. Je veux dire, on vient clairement t'entendre qu'une de tes manières de penser, c'est ça. Puis moi, j'ai été victime de ça. Puis j'ai ensuite reproduit ça. Parce qu'à un moment donné, on commence à comprendre que
les patterns se suivent jusqu'à ce qu'il y ait Compris! Non, mais c'est tellement important parce que c'est quelque chose que moi, j'ai dû travailler. Pendant longtemps, j'ai été cette fille-là qui se repliait sur elle-même, qui était super insécure, qui se sentait zéro entendue, que ce soit... Et puis, on a parlé, comme on a dit, on sait pas dans quel ordre ça va se faire, les podcasts, mais on en a parlé dans d'autres podcasts. En tout cas, ouais. Puis, oui, des parents, mais pas juste des parents, là, comme moi, j'arrivais à l'école, je me sentais pas entendue, les amis, jusqu'à il y a vraiment pas longtemps, puis j'étais toujours un peu en train de me dire comme, ben voyons donc, de remettre ça en fait sur mon... je veux pas le dire en anglais, mon worth, mon... Ta valeur? Ma valeur. Ma valeur. Mm-hmm. Je remettais tout le temps ça à, oh mon Dieu, OK, j'en vaux pas la peine, il y a personne qui veut vraiment m'écouter, il y a personne qui est là pour entendre, tu sais, fait que je remettais tout le temps ça là-dessus, puis effectivement, je suis revenue au point que toi, tu viens de mentionner à papa, c'est la personne qui a la responsabilité de se faire entendre, de trouver les bons mots pour se faire entendre, le ton, le ci, le ça, c'est entièrement moi. Il n'y a pas personne qui a la responsabilité d'exprimer qu'est-ce que moi j'ai en tête. Il n'y a pas personne qui a la responsabilité de porter le fardeau de mes expériences, mes traumas, mes incertitudes. Mais c'est parce que si tu te dis, au fond, hein, ou si les gens se disent « Ok, j'ai le sentiment de ne pas être entendu. » Bon, est-ce qu'il y aurait une réflexion à mener sur ça déjà, hein? Mais admettons que c'est quand même quelque chose qui doit être géré. À ce moment-là, l'idée, c'est d'être beaucoup plus dans... Je l'ai dit, ça n'a pas été entendu comme je souhaite que ce soit entendu, c'est-à-dire que ça vienne avec des actions cohérentes ou un réajustement des gens. À ce moment-là, qu'est-ce que je peux proposer? Mais je dois revenir dessus autant que ça reste insatisfait, parce que c'est légitime. Ce qui ne l'est pas, c'est de se mettre à crier pour se faire entendre. Parce que, imagine l'effet pour un enfant, par exemple. Un enfant, par définition, ça joue avec les limites. Donc, viens manger, ouais, je joue, viens manger, viens manger, viens manger, viens manger, viens manger. À ce moment-là, l'enfant va venir. Mais il est venu, mais qu'est-ce qu'il a intégré qui va servir à la prochaine situation? Rien. Ultimement, un parent qui crie pour se faire entendre, c'est un parent qui va réussir à faire que son enfant se conforme à son désir, mais pas pour les bonnes raisons, juste parce que l'enfant a peur. Ou juste mais l'enfant n'intègre rien. Ça ne lui sert à rien socialement, ça lui servira à rien. Mais je trouve que j'adore cette porte-là qu'on ouvre parce que ça doit être... Quel parent ne s'est pas déjà pas senti entendu à dire, combien de fois je t'ai dit, lâche ton sel, viens. Ouais. Je ne sais plus par quel moyen te le dire, je ne sais pas comment l'aborder. Ça, mais tu le dis très bien. Je ne sais plus par quel moyen te le dire. Alors que l'idée, ce serait... Je vais en trouver un de moyen parce que c'est ma responsabilité. Donc, le moyen, ça va être, au lieu de dire à mon enfant, viens manger, viens manger, viens... Je vais peut-être aller près de lui. Je vais lui mettre la main sur l'épaule. Je vais prendre son jouet. Je vais lui dire, allez, viens avec moi. Je le prends par la main. Si l'enfant pleure, vous faites le bacon, comme on connaît bien. Mais ça va être à ce moment-là... Je connais ça, moi, je fais le bacon. Mais prenez pas personnel, je généralise, là. Je suis pas un enfant bacon. Non, vraiment ça, pas. Sais. Non, j'imagine. Ma mère a dit que j'étais toute douce. T'as jamais fait le bacon. En fait, c'est drôle, c'est arrivé une fois, juste une anecdote très vite. T'as fait ça une fois à Saint-Sauveur, on faisait l'épicerie. Il y avait des animaux, non? Non, je sais pas trop quoi, t'as fait le bacon et je me suis mis à terre comme toi et j'ai fait le bacon et t'as fait tes domaines ridicules. Puis ça a été fin, c'est la dernière fois que t'as fait le bacon. Ah, tu vois, moi, celle-là, je m'en rappelle pas. Non. Ouais, moi, je me suis c'est un des bons souvenirs que j'ai de... t'es je me suis mis à terre, je fais tu m'as regardé genre, t'es domaine épais. Tu t'es relevé, je me suis relevé, puis ça a été la fin. T'as regardé, t'as dit, c'est pas de ton âge. Ouais, c'est ça, c'est pas de ton âge. C'est mon affaire, c'est mon T'es dans une nature. C'est un de mes moments préférés de vie. C'est quand même drôle, ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, on le sait, l'enfant. Oui, on le voit publiquement, la crisette de...
sais, parce que tu vois, c'est un défaut qu'on a maintenant de plus en plus grâce à ces putains de téléphones-là, d'arriver où tu les jouets, on va au restaurant, on va être sûr que l'enfant ne dérange pas la discussion d'adulte, il joue sur ton jouet, et dès qu'on l'enlève, ça pète une coche dans le restaurant, la gêne s'en mêle, et ça devient un conflit malaisant, pas juste pour la table, mais évidemment les gens autour. Il y a beaucoup de pression qui vient avec ça. Ouais. Donc, en fait, pour revenir à cette idée de comment gérer les colères, que ce soit celles des enfants ou les siennes, c'est que à partir du moment où tu as quelque chose à dire, que n'importe qui a une idée à faire passer, une frustration, parce que c'est ça la colère, c'est l'expression de quelque chose qui m'a dérangé. Donc, est-ce que j'ai le droit d'être dérangé par quelque chose? Oui, plutôt que de se dire « Oh, mais j'ai pas le droit d'être en colère pour ça ». Est-ce qu'on se dirait ça de la joie, par exemple? Est-ce qu'on se dirait « J'ai pas le droit d'être joyeux pour ça ». Jamais ça nous viendrait à l'idée. C'est la même chose avec n'importe quelle émotion qu'on doit accueillir. Elle est là pour m'indiquer quelque chose. C'est des messagers, même. Tout à fait. Donc, je suis dérangé par l'attitude d'une équipe de travail, de ma conjointe, de mon enfant. Je dois en parler. Et si c'est pas entendu... Et le répéter tant et aussi longtemps que c'est pas entendu. Absolument. Je veux dire, la répétition pour les enfants, c'est essentiel pour qu'ils puissent intégrer, mais pas de façon, je dirais, inutile ou inefficace. On n'a pas besoin de répéter 10 fois « viens manger ». On le répète une fois ou deux, et après ça, on va chercher l'enfant. Et c'est à l'enfant d'apprendre, ou on va lui apprendre à gérer sa frustration de ne plus jouer. Mais le parent devrait rester calme, parce que le parent, il est correct de venir faire manger son enfant. C'est lui qui rappelle le cadre de l'éducation. Mais ça va paraître particulier comme question, mais quand même, puisqu'on détermine que la colère est une émotion qui doit être vécue. Exprimée, merci. Ouais. Quand est-ce que c'est propice d'être en colère? Je sais que ça paraît hyper bizarre à dire, je veux dire, mais y a-tu... Parce que tu peux pas, on vient de dire, tu peux pas juste constamment appeler dessus. Tu peux pas la réprimer, tu peux pas... Il faut que ça sorte, de bonne façon, au bon moment, mais en même temps non plus sans traumatiser. Tu peux pas exploser et tu peux pas faire comme si ça n'existait pas, donc réprimer. Mais tu dois l'exprimer de façon, j'ai envie de dire, émotionnellement intelligible. C'est-à-dire... Attends, non, mais c'est ça, je veux qu'on reste là-dessus. Mais oui, c'est important, parce que... Je sais qu'il y a tellement d'avenues qu'on peut explorer, mais je pense que c'est vraiment important de rester sur quelles sont les solutions. Admettons, on parle de petite enfance, on parle d'un parent qui doit donner le cadre. Quelles sont les avenues, justement, à explorer quand tu as un besoin d'exprimer quelque chose pour ne pas que ça devienne de la colère? En fait, si je te le disais de façon très, très résumée, je te dirais que au lieu de vivre ta colère, l'idée, ça serait de la nommer. C'est ça, j'allais dire l'identifier, puis après ça, de pouvoir la calmer. D'abord, ouais, c'est correct. J'ai le droit d'être en colère, de même que n'importe quelle autre émotion. Maintenant, est-ce que je suis tellement envahi que j'ai envie de dire des horreurs à l'autre, j'ai envie de lui sauter à la gorge, ou est-ce que je suis tellement blessé que j'ai envie de rien dire parce que... Et le point à ce moment-là, c'est de se réguler un peu pour choisir, en fait, l'attitude. Mais parce que l'enfant pourra pas faire ça pour le parent, tu sais. Non. C'est comme... Non. La seule issue, c'est que le parent réalise ça, ou du moins qu'il aille chercher la validation avec un conjoint, un professionnel, un ami. Oui. Oubliez pas que moi, je sais que je l'ai déjà dit, le régulateur émotionnel du parent, de l'enfant, c'est le parent. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est au parent à montrer à l'enfant, quand tu es en colère, qu'est-ce que tu fais? Et si on pense chacun à notre histoire, parce qu'on a tous un rapport à la colère, demandez-vous comment vos parents étaient en colère. Puis vous allez voir un petit peu de « Ah, ok, c'est vrai qu'on m'a pas montré comment réguler cette émotion-là. » Ou je fais comme mes parents, j'explose. Ou j'aimais tellement pas comment mes parents explosaient que maintenant, je me contrôle et puis je réprime et puis j'exprime jamais. Donc, si tu penses à ton histoire, tu vas trouver des réponses à ce niveau-là. Mais le point, c'est de ne pas lâcher. Si quelque chose te met en colère, surtout, je pense, dans la relation de couple, dans les relations d'intimité, il faut être capable de le dire, en fait. Parfois, en faisant une pause, on sait, par exemple, qu'à partir du moment où quelqu'un est en colère, il y a un pic,
d'intensité, là où on est en plein dans nos cerveaux reptiliens, à l'attaque, c'est l'animal là qui a envie de sauter à la gorge. Et puis on sait que au bout d'un certain temps, ça se calme. Et plus on attend avant d'intervenir, plus on va être calme et plus on va être capable d'exprimer les choses avec plus de nuances, plus de distance. Et là, le ton sera tellement adapté que la personne va pas pouvoir te dire « Ouais, mais là, t'es en colère, ou là, j'entends rien, ou avoir peur. » C'est pas possible. Mais moi, j'en ai retiré des leçons des moments de colère que j'ai eu parce que ça m'a coûté, tu sais, dans des relations, dans l'interaction, dans des situations professionnelles, ou etc. Oui. Pour en venir à la conclusion que, justement, ça a jamais vraiment bien réglé les choses. Fait que j'ai énormément travaillé sur me faire entendre. C'est pas encore parfait. Mais j'adore aussi j'adore ce que j'appelle l'entre-deux. Je vais te le dire promptement que ça passe et que tu comprennes. Que le message soit clair que c'est pas la première fois qu'on en parle, ça continue. Je vais pas te péter ta coche parce que j'ai l'impression que si je le fais, c'est toi qui gagne. Mais entends-moi bien. Oh, je pense qu'il y a quelque chose d'important à souligner. Gagner. Compétition. Ou en tout cas, bataille, lutte. Ben, c'est parce que j'ai l'impression que lorsque tu t'emportes, c'est là, il y a cette espèce de l'autre est resté en contrôle et toi, c'est comme ça que, tu sais, je pense que bien des gens le voient aussi. Là. En fait, si tu réussis à bien exprimer tes colères, c'est forcément toi le vainqueur. Ding, exact. ding, ding. C'est ce que je veux dire, c'est que si tu réussis à me faire poigner les nerfs pendant que toi tu restes calme, ben, t'as gagné. Compétition, pas compétition, mais appelle ça comme tu veux, tu comprends? Mais maintenant, je suis devenu fan du parler promptement. On le sait, je veux dire, je vais vous donner un exemple. Il y a rien de plus frustrant que les services à la clientèle d'aujourd'hui où il faut que tu pèses 8 fois sur un bouton, tomber sur quelqu'un qui comprend pas vraiment ce que tu essaies de dire, qui te retrans... Là, on va se mettre au clair tout de suite. C'est la dernière fois qu'on me transfère, j'aimerais ça te respecter en tant que client. Ça fait 4 personnes à qui je parle, voici la solution. Tu comprends ce que je veux dire? Un petit moment donné, ça va faire. Mais au moins, ça tombe pas dans le... Ouais. Mais on peut s'affirmer sans colère. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est normal d'avoir cette frustration-là aussi, de dire, ça fait 15 fois, je le répète à la main. Oui, mais si tu mets des mots dessus et que tu leur dis, c'est correct en soi, quoi, en fait. Oui, il y a aucune... c'est le fun parce que mais ça défoule. Ça te défoule. Mais c'est peut-être ça qui est comme encombrant pour les autres, si je ne m'abuse, là, parce que, encore une fois, moi, je reviens au fait que, comme, avec mon hypersensibilité, moi, avoir un parent qui ne serait-ce me parle un peu trop drette me bouleverse et je suis... Hey, on parle de colère. Une de mes colères dans la vie, c'est que je me suis ramassée avec de la colère sans que ce soit dans ma nature. Puis, maternelle, paternelle, je me suis ramassée avec de la colère, chose qui, on vient de le dire, j'étais un enfant qui disait rien. Je disais rien, je voulais juste dessiner, je voulais juste être dans mon monde. Puis je suis vraiment fâchée d'être prise avec de la colère qui ne m'appartient pas. Puis je pense que c'est pas pour genre mettre l'attention sur moi, je pense que c'est des mots qui vont genre tellement être healing pour beaucoup d'enfants. C'est comme genre, je suis très reconnaissante je suis très reconnaissante d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu parce que maintenant, je fais un podcast là-dessus, puis je peux aider les gens, puis changer les choses, la vie des gens, j'espère, du moins. Mais ouais, je pense que c'est important de pinpoint que c'est quelque chose qui se transmet, puis que c'est normal, puis c'est correct d'avoir de la peine de se retrouver avec quelque chose qui t'appartient pas, puis que ça se transforme en colère. L'important, c'est juste de le repérer, puis... Non, c'est important. Je suis content que tu en parles, parce que je pense que chaque parent doit en prendre conscience aussi. Parce que c'est ce que tu dis, tu as hérité de la colère que probablement que tu méritais pas. Et c'est vrai que ta mère et moi, on était deux personnes quand même colériques, surtout dans notre relation. Quand tu es venu au monde, on était déjà vers la fin de la relation. Fait que tu étais témoin de choses qui, tu sais... Et, parce que moi, ça m'amène à un point, pas que j'essaie de dévier... Non, on est là pour aller dans toutes les directions. La colère déviée. Ouais. Tout à fait. Je suis content que tu en parles. Tu sais, je veux dire, un exemple facile, j'habite à Montréal, difficile de circuler, c'est une ville qui va tester psychologiquement ton calme, ta zénitude, là, je sais pas, regarde, tu vois un magasin, quelqu'un qui te fait chier parce que, tu sais, peu importe. Le deuxième, troisième événement, et là, tu arrives à la maison et tu piles sur le jouet de ton enfant, tu fais « Combien de fois je t'ai dit de ramasser ça? » Et c'était pas ça à la base.
le jouet, ce qui est énervé est le résultat de... Ouais. Donc... Mais le résultat d'exemples que tu donnes dans le quotidien, mais c'est la même chose avec être pris par des colères de ton conjoint, ta conjointe, ta famille, qu'ils ont, eux, accumulées depuis les années de leur histoire. Mais en fait, j'ai pas posé de question claire, mais c'est ça. Souvent, la colère, elle résulte... La colère, c'est pas déplacé, c'est pas le bon mot que je cherche, tu comprends-tu, mais mal transmise. En fait, la vraie raison pourquoi je suis fâché après telle personne ou tel événement n'est pas la base de ma vraie colère, mais tout ce qui a précédé. Tout à fait, ouais, c'est ça. Ça rejoint aussi ce que tu disais, comme finalement, parce qu'on gère mal ses colères, on les déverse sur quelqu'un qui va être pris avec, alors que ça n'a rien à voir avec cette personne-là. C'est ce que tu exprimais aussi. Et c'est ce que, au fond, les gens viennent systématiquement aussi travailler en thérapie. Mais... Ils sont pris avec des frustrations, avec des colères dont ils ne savent pas quoi faire du tout, quoi, en fait. Puis, je suis quand même intéressée qu'on revienne dans le coin de la normalité que tu parlais tantôt. Tu as dit c'est normal qu'à un certain point, on arrive et qu'on soit fâché. J'aimerais qu'on définisse le mot normal parce que ça peut être normal qu'une équation fait en sorte que le résultat soit, oui, normal, frustrant, mais de base, il y a tellement... Tu sais, c'est nous, au final, qui peut contrôler le montant de colère qu'on laisse transparaître, tu sais. Ouais. L'expression que tu le dis, c'était quoi? Gérer de façon... intelligente. Je me souviens plus. Émotionnellement intelligente. Oui. Mais en fait, le point, constructive. c'est que... Ou constructive. C'était ça dans le questionnaire. Mais le point, c'est que on n'a pas à se dire « je devrais pas être en colère ». Mais au contraire, se dire « tiens, je suis en colère, j'ai quelque chose à comprendre par rapport à ça ». Donc c'est ça l'idée de légitimer. Et ça, c'est la normalité. C'est normal de vivre des colères. Maintenant, étant donné que la colère est un message, mais quel est le message? Et la seule chose dont on n'a pas le droit, c'est de mal l'exprimer. Mais la vivre, on a 100% droit à nos colères, de même qu'on a 100% droit à nos émotions. Mais si je vis tous les jours des colères et que je suis tous les jours en colère contre X ou Y, j'y ai droit. Je le fais pas exprès. Par contre, je me dois de questionner « Hey, ça me pourrit la vie. Je suis pas bien avec ça. Ça complexifie mes relations avec les autres. Je suis stressé, je suis anxieux. » Ça draine de l'énergie. Alors, à ce moment-là, ça veut dire que, oui, je vis ma colère. Maintenant, je dois comprendre qu'est-ce qui se passe et quoi en faire. Et le premier point par rapport à la colère, ce serait de se dire « Je suis en colère, je ne fais rien. » Je ne fais rien. Je ne dis rien et je ne fais rien. Tant que j'ai pas d'abord mis en place des outils ou une technique ou quelque chose pour me calmer. Quand je serai calme, je vais aller voir mon conjoint, je vais aller voir mon ami, je vais aller voir mon boss. C'est ça l'idée, quoi, avec la colère. Mais en fait, sérieusement, parce que, tu sais, même dans le podcast sur l'introspection qu'on a fait, c'est le fun d'avoir des points de repère, de dire, OK, je l'ai dit tantôt, la phrase, que je me suis rendu compte que la colère m'a jamais vraiment rien apporté de positif. Fait qu'à un moment donné, ça a peut-être pris du temps, mais t'en viens à un constat de, OK. Et d'être capable d'aller respirer, comme on dit, tu sais, prendre mon 2 minutes, aller prendre une marche. Vraiment. On en parlait, tu sais, je veux dire, moi, le fait que, tu sais, aura, de me lever le matin et d'aller prendre mon chien, tu sais, ça m'amène énormément à... Et c'est le fun à gérer. Mais par contre, celle que j'aimerais comprendre pour justement, parce que c'est vraiment, j'appelle ça, c'est quasiment des attaques kamikazes. C'est vraiment, tu sais, la fameuse, les fils se touchent. Tu la vois juste pas venir. Tu pars de 0 à 10 en littéralement 0.3 secondes. C'est une bonne Mon Dieu, fait que c'est-tu quelque chose que j'ai... C'est sûr que tu peux voir quelque chose dans la rue qui va venir te chercher. Mais tu veux dire... Moi, de quelque chose dans l'environnement, dès qu'on met les pieds en dehors de la maison, on est... Tu veux dire qu'il n'y a aucun déclencheur et tout à coup, tu te mets à exploser? Il peut y avoir un déclencheur, mais c'est de la rapidité à laquelle... En fait, minime, tu sais, c'est comme un déclencheur qui, normalement, t'affecterait pas ou autant. Comme... C'est que encore une fois, c'est une
vieille colère ou une accumulation de colère qui trouve le moyen de s'exprimer là, en fait, dans quelque chose qui ne mérite pas autant de mobilisation. En fait, c'est toujours ça l'idée. C'est que si j'observe quelqu'un exploser, perdre complètement le contrôle, alors que le déclencheur est absolument, c'est disproportionné comme réaction, à ce moment-là, ça veut dire que la personne a touché à quelque chose de son histoire qu'elle ne comprend pas. Et à quel point aussi est-ce que la colère est un signe de détresse? Bien sûr. Ben oui. Je veux dire, on le voit par exemple avec des enfants qui sont systématiquement, ils sont toujours en colère. Ils ont aucune tolérance à la frustration. Même dans les moments heureux, les parents disent, ils vont parasiter ou on lui offre quelque chose, c'est l'autre chose, ça va jamais. Ça... Et à ce moment-là, ce niveau de frustration-là, on peut pas se dire, c'est un enfant qui est juste méchant ou c'est un enfant, non, c'est un enfant qui ne va pas bien. Qui a quelque chose mais à qui dire. ne peut pas dire, Oui. moi, j'aimerais qu'on comprenne bien que je ne vais pas bien. Il va le dire dans des comportements qui vont être interprétés comme malpoli, provocateur, irrespectueux. Ça va être la façon de l'enfant opposant, enfant. Il y a un trouble oppositionnel chez l'enfant, d'ailleurs, qu'on diagnostique. Sont vraiment des enfants qui vivent des histoires qui, pour eux, sont difficiles, même si les parents s'en rendent pas compte, en fait. Puis c'est là qu'on voit l'importance de la perception, puis du moins être plus à l'écoute des perceptions des autres. C'est-à-dire de ne pas tomber dans le jugement, forcément. C'est ça. Et dans la relation de couple, si on voit que le partenaire explose pour un détail, de lui tendre la main peut-être, sans lui dire que on va tout accepter, puis on doit poser des limites. Mais la colère, elle a besoin d'être gérée, et parfois, on a besoin d'un coup de main aussi. Parce que sinon, si je réponds à la colère par la colère, ça va donner encore plus de colère et de la détérioration, et on arrive éventuellement à de la violence verbale, de la violence conjugale. Il y a une dimension que je voulais revenir. Si je vous dis... parce qu'on n'en a pas parlé, mais je sais que ça va vous parler. Si je vous demandais ce que vous pensez de la colère, dans mon livre, j'ai dit, il y a la colère qu'on retourne contre les autres et la colère qu'on retourne contre soi. Donc, celle contre les autres, on en parle, on en a parlé, c'est les cris, les crises, la perte de contrôle. La colère retournée contre soi, ça prend quelle forme, d'après vous? C'est pas un peu ce qu'on appelle se taper sur la tête. C'est une frustration par rapport à des choses à des patterns qu'on répète. C'est quelque chose qu'on a souvent dit aussi. Pourquoi je suis encore de même? Pourquoi j'ai fait la même gaffe? Ouais, ça peut être ça. Pourquoi j'ai choisi le même genre de conjointe? Pourquoi est-ce que je me sens encore... C'est une frustration qui est pas loin. Il y a cette forme-là. Il peut y en avoir d'autres. Ouais, j'ai la réponse, puis je vais comme... Ça va être un gros moment pour ce podcast. Parce que... Révélation. Moi, je suis quelqu'un qui me fait mal, genre qui va taper dans un mur. Ça m'est arrivé. J'ai un trou chez moi qui détermine exactement ça. De colère. Donc de la violence, genre briser des choses en espérant, genre se faire mal ou... Se faire mal, c'en est une. Oh, ouais. Ouais. Mais, ouais. Pas dans le sens de défoulement, là. Non, dans le sens où je sais tellement pas quoi faire de ma colère que je dois frapper quelque chose. C'est pas mon genre. Il y a personne qui... Et la douleur en tant que telle canalise au fond... Fait comme je méritais ça. OK. Donc, ouais, là, il y a aussi pas mal de choses à dire. Non, mais c'est vrai. Je sais qu'on est allé deep, mais c'est 100%... parfait, c'est ça le but, c'est ça l'idée. C'est 100% quelque chose que je suis certainement pas la seule. Puis je pense que c'est comme, malgré le fait que c'est genre un peu stressant de dire ça à voix haute, parce que j'ai peur que ça soit mal pris par tout le monde, mais ça part vraiment... Je pense pas ça, il y a tellement de monde qui vient s'identifier à ce que tu as dit. Non, je sais, mais c'est tellement pas ma nature, encore une fois, que moi, de le dire, ça me donne le goût de brailler. Je trouve ça poche. Mais ce que tu dis dans ces cas-là, c'est moins, je pense que tu l'as très bien dit, c'est moins je veux me faire mal que je ne sais pas quoi faire de cette colère. Donc, cette action-là, c'est
c'est un acte de détresse, plus que l'objectif, c'est vraiment de me faire mal. L'objectif, c'est de me libérer d'une énergie tellement envahissante, tellement perturbante, que je ne sais pas quoi faire. Et c'est exactement le même processus que la violence conjugale. Je frappe l'autre parce que je ne sais pas quoi faire de ma détresse, ça n'excuse rien pour la violence conjugale. Mais je veux dire, la détresse pousse à des comportements de détresse, à des comportements extrêmes. Donc, l'idée, c'est, si au fond, tu développes des moyens, puis je pense que tu le fais déjà partiellement, en tout cas, si tu développes des moyens d'exprimer ta colère de façon justement adaptée, à ce moment-là, tu n'auras plus besoin de frapper dans les murs pour quoi que ce soit, en fond. 100%. Et c'est vraiment ça l'idée. Parce que si à ce moment-là, tu avais quelqu'un près de toi qui te disait, par exemple, Livia, je vois que tu n'es pas bien, viens, écoute, on va aller faire un tour, ou qu'est-ce qui t'aiderait, ou je vais te faire un thé, ou je te fais couler un bain, ou je suis avec toi, on n'a pas besoin de parler, et te prenez la main, ou te prenez contre lui ou contre elle. Je suis sûr que ça ferait une différence, parce que la réponse à la colère, c'est une réponse affective dont la personne a besoin. Elle n'a pas besoin de mots, calme-toi. Elle n'a pas besoin de, ben voyons, c'est ridicule. Elle a besoin d'être accueillie émotionnellement. Ça ne passe pas forcément par les mots. Donc, c'est peut-être aussi de voir, parce que tu as des gens autour de toi qui sont aimants, qui peuvent aussi accueillir ça, en fait. Vraiment. Puis effectivement, il y a d'autres, tu sais, on l'a effleuré dans le questionnaire, il y a d'autres solutions. Entre autres, moi, ça a été comme le yoga / méditation, tu sais, avoir un journal. Moi, une de mes solutions, puis je sais qu'on dirait que c'est comme récurrent que je parle de ça, mais ma relation en ce moment, c'est ça, c'est de réaliser que j'ai besoin d'un support émotionnel sans que ce soit sa responsabilité, parce que c'est pas la responsabilité à personne d'autre que soi. Mais partiellement, d'un conjoint, partiellement quand même. Il y a quelque chose c'est ça a été un déclic dernièrement, que je suis comme, OK, clairement, quand je vis un inconfort puis que je lui parle mal, ou que je suis bête, ou que tu sais, je suis juste pas moi. J'ai juste besoin de me faire prendre, de me faire dire comme... De rien dire, fait juste comme, je t'aime, bye. En fait, t'as le droit. Ultimement, l'idée, ça serait, au lieu de passer par ce chemin-là qui peut détruire, qui peut faire mal, d'aller directement à « je suis pas bien, je me sens en colère, j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras, ou je veux pas en parler ». Ça serait plus d'aller vers ça. C'est une des techniques que j'ai essayé de développer, justement, Mais je veux juste peut-être rajouter un truc, parce que tu as tellement dit de choses. Je pense que là... Non, mais c'est vrai. Je pense que pour toi, mais aussi pour les gens qui vivent ce que tu vis, c'est l'idée de revenir à « je n'ai pas été assez entendu ». Donc, il est évident que tu vas être sensible à « ben là, il m'entend pas », ou « là, on m'entend pas », ou « là, on ne me comprend pas ». Ta sensibilité, elle est là parce qu'elle vient aussi de ton histoire. Plus tu vas mieux exprimer, et ça veut dire et l'émotion et le besoin, moins tu vas sentir que tu n'es pas comprise ou pas écoutée, et parce que c'est ça l'idée, quoi. C'est, j'ai peut-être pas dans mon histoire été suffisamment entendu, mais maintenant je suis capable, comme adulte, c'est ça aussi, reprendre le contrôle de son histoire, c'est que tu n'es plus l'enfant qui subissait à certains moments, tu es maintenant l'adulte qui agit pour prendre soin d'elle. Donc, l'idée, ça va être ça. Ça va être, mais je suis en colère, je me sens pas comprise. À ce moment-là, je vais essayer de me calmer, mais en même temps de revenir, d'exprimer plus calmement peut-être, et d'exprimer aussi ultimement un besoin. S'il me met en colère, c'est telle chose. Est-ce que tu pourrais? Est-ce qu'on pourrait? Est-ce que je pourrais? Et d'être beaucoup plus centré sur les solutions. Parce que ça fait en sorte qu'on se sent entendu. 100%. 100%. Plein de choses que moi aussi, je veux dire par rapport à ça. Ça s'intègre, ouais. Je vais faire comme quand j'étais en thérapie, je vais le prendre. Je vais le prendre, mais oui, effectivement, tu sais, à cette heure, c'est... En fait, c'est comme une question / juste genre, je dis ça pour dire ça, mais c'est... Tu
tu sais, des fois, ça va quand même arriver d'avoir une réaction initiale qui est comme bête ou genre stressée, une réaction stressante. Mais après ça, automatiquement, je vais me ramener à OK, clairement, si ça, je vis ça, faut que je l'exprime. Au pire, ça sort mal, puis je peux m'excuser après si t'es dans les débuts de la compréhension de ces sentiments-là. Mais effectivement, moi, c'est une de mes nouvelles techniques. Entre autres aussi, aller marcher. Des fois, quand je suis trop hyperactive ou comme... ou trop envahie, ou trop... Exact. Ça, c'est l'idée de « je suis dans mon pic de colère », au lieu d'agir parce que je risque de mal agir, c'est là que... J'agis autrement. Voilà, en fait, je ne fais rien, je vais aller me calmer. Parce qu'on sait qu'à partir du moment où on est calme, on peut investir les fonctions supérieures du cerveau, c'est-à-dire la partie de nous qui est capable d'expliquer, rationaliser. Puis l'idée dans tout ça, c'est de se respecter par rapport à ce qui nous confronte pour l'exprimer, mais c'est aussi de cesser de faire payer les mauvaises personnes. On veut pas ça, ça vient surtout avec beaucoup pas de les partenaires amoureux, après. surtout pas les enfants, surtout pas nos bons amis. Non. Mais personne dans l'entourage. Il y a d'autres aussi, d'autres exemples. Il y a tout le champ des addictions. Oh! Donc, il faut absolument parler. God! Révélation, mais oui! Non, mais attends, je pense à rien, mais lorsqu'on parle d'addiction, En fait, toutes les formes de dépendance sont des colères retournées contre soi. Pour vrai? Ouais, on le conçoit. C'est vraiment ce que... on parle vraiment de la drogue, alcool, ou tu peux me parler d'addiction à la bouffe, addiction à sexe, l'automutilation, le rapport à la nourriture, les achats compulsifs, le jeu compulsif, la drogue, l'alcool. En fait, étant donné que c'est généré par une anxiété, une difficulté émotionnelle qui est mal exprimée, ça place la personne à risque et en danger de... Pourquoi ça te fait sourire? Non, parce que là, j'allais dire... Non, mais c'est parce que j'allais entendre souvent, et plus souvent chez les chums de filles et les chums de gars, de dire « J'étais en tâche, j'allais magasiner, ça m'a fait du bien. » C'est un exemple de colère retournée? Si c'est compulsif. Si c'est addictif et compulsif. C'est-à-dire, ça ne peut pas être aujourd'hui, j'étais pas bien, j'ai pas du tout ce problème-là, mais je suis allé, j'ai un petit peu plus consommé, j'ai vraiment acheté de façon compulsive, ou j'ai mangé 3 pâtisseries parce que aujourd'hui j'étais pas bien, mais c'est pas ma tendance au quotidien et c'est pas un mode de fonctionnement. Quand on parle de dépendance ou d'addiction, ça devient un mode de fonctionnement, ça devient une façon de vivre. Et ça, c'est de la colère retournée contre soi. Mais socialement, c'est jamais exprimé comme ça. Mais c'est pas aussi visible non plus que, tu sais, qu'il y a un pétage de coche. Mais là, quand on parle d'addiction ou de comportement... Mais là, je croyais que... C'est ça, là, c'est quand même une surprise. Dans le sens où c'est... Sans que ce soit comme surprenant, oh my God, ça fait pas de sens dans ma tête, c'est comme, wow! Genre, c'est un petit peu une claque d'en face de réaliser que ça peut faire partie de frustration retournée contre soi. C'est une énergie. J'ai une vraie question suite à ça pour compléter ce que tu dis. Est-ce que mon surplus d'activité physique est une... Non, là. Si c'est une compulsion et une dépendance... Mais moi, ça m'aide à me calmer dans la vie. On en parlait cette semaine, si je trouvais ça important d'aller courir. Parce que là, ça aucun rapport avec le colérique. Moi, je suis quelqu'un qui est... Je veux dire, je suis hyperactif. Mais même si quelqu'un était en colère et disait, bon, je vais aller courir. C'est, je redirige cette énergie vers quelque chose qui va m'apporter. Donc, c'est positif. Un bien-être, un mieux-être, bien sûr. OK. Dans l'addiction, dans les dépendances, il y a quelque chose qui vient modifier le cours de la vie normale de la personne. C'est-à-dire que ce besoin-là est tellement intense que la personne se met en fait à risque et en danger de quoi que ce soit. Je sais que j'ai déjà mentionné ça. Si on a une activité qui nous fait du bien, mais qui au final nous fait du mal, c'est pas une activité bienveillante pour soi. Sur le moment, peut-être que ça fait du bien, mais ça veut dire qu'il y a une énergie dont je ne sais pas quoi faire. Alors, quand je bois, quand je me pique, quand je prends de la coke, quand je vais faire des achats compulsifs et puis que je commande sur Internet pratiquement tous les jours, mais sur le moment, ça m'apaise,
mais cette énergie-là, c'est de la colère parce qu'il y a quelque chose qui me met à risque de me détruire ou de m'autodétruire. C'est comme un peu Mais c'est un discours qu'on n'entend pas beaucoup. C'est le Non. discours de mon livre, hein, mais c'est pour ça que j'avais envie de parler de la colère. C'est pour ça que le sous-titre de mon livre, c'est de la colère qui détruit à la colère qui construit. Donc la colère qui détruit, c'est celle que je comprends mal et qui me met à risque et qui me met en danger. À la colère qui construit, c'est j'ai développé des attitudes, des moyens de régulation émotionnelle, je comprends le message et je l'utilise pour me faire du bien et pour avancer, pour progresser comme personne. Mais justement, écoute, on a tellement fait le tour de l'autre, puis je trouve que c'est une belle façon de pouvoir terminer le podcast sur un sujet quand même assez sérieux. Mais comme ça l'est souvent, mais je veux dire, c'est... J'ai le goût d'en entendre un peu plus sur la colère constructive en prenant des notes. Il y a toutes les techniques de régulation de la colère. Donc, faire une pause. Respirer. Je suis en couple, on se fâche. Je dis, écoute, là, on n'est pas au bon endroit. Je vais aller faire un tour, je vais dans ma chambre, t'inquiète pas, on s'en reparle ensuite. Toujours d'aller vers la résolution. Ça ne veut pas juste s'arrêter à je fais une pause et j'en reparle pas. Il y a vraiment toutes les personnes qui écrivent. Écriture spontanée. C'est-à-dire, on n'est pas là pour faire des belles phrases et puis pour regarder son vocabulaire ou son orthographe. Non. J'écris. J'écris parce que écrire, ça construit, ça défoule. Et en même temps, ensuite, je peux... Mais surtout une belle honnêteté quand tu écris Bien impulsivement. sûr, c'est entre soi et soi. Donc, on n'a pas besoin de, encore une fois, ça peut être plein de ratures, ça peut être avec des dessins, ça peut être... Mais l'idée, c'est, je ne veux pas subir ma colère. Je veux prendre le contrôle sain de ma colère. Puis moi, si je peux rajouter quelque chose là-dessus, parce que c'était vraiment un travail de profondeur, si je peux dire ça de même, et de la santé, tu sais, celle que je sens venir et voir, comme je dis, qui m'a jamais rien apporté, de prendre le temps de souffler, de prendre ci, d'aller pour en arriver. Ah, c'est pas parfait, c'est loin d'être parfait, mais si je peux dire quelque chose de le fun aux gens, tu sais, les fois que tu réussis, il y a quand même une belle fierté. Bien sûr. Il y a un beau sens de valorisation personnelle. Ouais, puis c'est intéressant de savoir que je subis pas mes émotions. Je les utilise à mon bénéfice. De force, ben oui. Mais bien sûr, c'est ça. Toutes les techniques de communication non violente, c'est aussi ça. Hein. C'est pas l'idée de mettre de côté le message, puis mettre de côté l'émotion, c'est de savoir quoi faire de l'émotion. Donc, de toute façon, l'idée, c'est toujours de traiter l'émotion en premier avant d'aller vers le contenu. Donc, si quelque chose m'a dérangé ou si je suis en colère, le premier point, c'est d'abord je me calme, ensuite je traite. C'est vraiment toujours ça la démarche. Alors que les gens sont tellement embarqués dans leurs émotions qu'ils veulent dire, ils veulent parler, puis si quelqu'un s'en va, ils veulent juste le faire sortir, puis... ben oui. C'est pas ça la priorité à ce moment-là. La priorité, c'est de se calmer parce que tant qu'on n'est pas calme, on sera jamais compris. Ni par soi, ni par l'autre. Et encore le meilleur outil pour ça, c'est le livre du doc. Qui, encore une fois, s'appelle Colère. Travailler son système nerveux et puis son cerveau. Exactement. Et le podcast. Je pluguais le livre. Je t'aide à plugger le livre. C'est gentil, merci. Donc, wow, man. Merci. Bon. J'espère que vous apportez moi, énormément. j'avais quelque chose à dire pour finir ça. Mais vas-y. je revenais, parce que tantôt, j'ai comme pas complété ma phrase, puis j'ai vraiment juste dit c'est un messager, mais c'est vraiment ça. C'est que l'émotion est un message, un signal, puis qu'ensuite de ça, il y a vraiment le courriel, tu sais, qu'il faut lire, qu'il faut comprendre, puis qu'il faut comme gérer. Parce que c'est ça, moi, c'est une des affaires que j'ai intégré. Wow! Oui, Marc! Intégré dernièrement, c'est ça. C'est de comprendre que c'est vraiment juste c'est comme la petite main levée, là, comme OK, il y a un message qui doit se faire passer. Assis-toi puis essaye de l'entendre. C'est ça. Tout à fait. C'est ça. Et puis avec de la pratique, on vit de moins en moins de colère perturbante. Ouais. On vit des colères, mais utiles. Mais moi, tu vois, de tout ce qu'on a parlé depuis tantôt, honnêtement, ce que j'ai aimé, c'est que ça a transformé ma vision de ne pas être entendu à penser que c'est la faute des autres, à me dire « OK, non, j'ai encore du travail à faire sur mieux m'exprimer. » Et de savoir que tu vas y arriver. De ne pas en douter. Ah non, mais c'est bon. J'aime. Sur ce sourire, on se revoit très bientôt à la semaine prochaine. Tourlou. À bientôt.